Alors, petite introduction à l'intégration sonore d'une langue, l'apprentissage de l'anglais sonore, si vous voulez, dit plus simplement. Alors, nous allons partir d'une expérience qui nous est commune à tous, c'est-à-dire que nous avons déjà appris une langue. Il s'agit de notre langue maternelle. Le processus, on l'a un tout petit peu détaillé dans la dernière vidéo, le processus, déjà on baigne dans un bain acoustique depuis notre vie intra-utérine et puis petit à petit, par cette boucle du vocal, c'est-à-dire le contrôle de l'oreille sur la voix et la voix qui permet au son de se mettre en résonance et à l'oreille de travailler, nous avons construit notre langage. Nous avons commencé par babiller, vous le savez peut-être, mais le babil des bébés, qu'ils soient japonais, chinois, américains et indiens, n'est pas le même. Et puis petit à petit, le langage s'est construit, installé, et puis après, le développement de celui-ci, ou pas, pour certains, on est resté sur des bases. Et quel a été le travail de notre oreille pendant cette phase-là, et quel est toujours le travail de notre oreille? C'est que déjà, notre oreille, elle s'est habituée à un champ acoustique spécifique à notre langue maternelle. Alors, je vais vous montrer des petites courbes. Voilà, ici, vous avez les champs acoustiques spécifiques à 4 langues, donc allemand, français, anglais, russe. Alors, sans être trop technique, hein, ce sont des fréquences, ce qu'on appelle provisoires, c'est-à-dire qu'elles interviennent vraiment au tout début de la production du son, mais notre oreille est un outil tellement fin et subtil qu'il les capte. Et si vous voulez, ça fait un petit peu le timbre ou le tableau global d'un son et donc d'une langue. Donc vous voyez, si on regarde le français et l'anglais, hein, ce qui nous intéresse ici, on voit qu'on est sur des schémas qui n'ont absolument rien à voir. Le français sollicite un peu de grave et surtout les fréquences entre 1000 et 4000. Et puis l'anglais sollicite très peu les fréquences graves. Par contre, il y a un boost dans les aigus qui est inconnu à nos oreilles. C'est vraiment un champ qui n'est absolument pas sollicité par notre langue, donc un petit peu compliqué à aller chercher. Si vous regardez l'allemand et le russe, on dit souvent que les gens qui parlent une langue slave ou l'allemand ou même les pays du Nord ont moins de difficultés à apprendre les langues étrangères. Mais si vous regardez dans leur champ acoustique de leur langue maternelle, il y a beaucoup plus de fréquences qui sont sollicitées. Donc ils ont une oreille qui est assez ouverte. Donc ça leur facilite un peu la tâche. Alors nous, on se plaint de notre oreille de français pour apprendre une langue étrangère, parce que c'est vrai qu'elle est assez fermée. Les Anglais, c'est pas très simple non plus pour eux, hein, parce que dès qu'on sollicite un peu les graves, ils sont complètement perdus. Mais ça, c'est leur problème, on va dire. Alors déjà, notre oreille, c'est pas qu'elle doit apprendre ça, mais elle va apprendre ça. Et ça, c'est pas du tout un travail mental, intellectuel. C'est vraiment par l'immersion, par l'intégration et par ce travail, comme quand on était bébé, de cette boucle du vocal. C'est en répétant, en entendant, en répétant, que notre oreille va s'habituer à ce système acoustique anglais très particulier qui sollicite beaucoup les aigus et que notre oreille va s'ouvrir. Ensuite, le deuxième travail qu'elle a à faire, c'est qu'on est sur un système, la langue anglaise a un système, on va dire, rythmique et phonétique qui est très différent du nôtre. Et ça aussi, il va falloir l'apprendre, elle va devoir l'apprendre. Donc, je reprends la petite phrase qu'on avait vue dans la vidéo précédente. Vous vous souvenez, yesterday, the psychiatrist and the colonel went to the opera house. Et on va un petit peu décortiquer le mot opera. Alors, si je passe par l'écrit, je vais avoir trois syllabes écrites. Sauf que l'anglais a 2 spécificités que nous n'avons pas dans notre langue. Bon, déjà, c'est que en termes de son, nous n'avons aucun son commun entre l'anglais et le français. Hein, le O, notre O de opéra n'existe pas en anglais. Ici, on va avoir le son O, qui est le son que vous retrouvez dans hot, what, etc. Donc, notre oreille, si elle cherche le son O de opéra, pardon, et ben elle va jamais le trouver. Donc ça va un petit peu la perturber, ça va un peu nous freiner. En revanche, si on est familier avec ce son O, et ben on va commencer à l'associer
avec du lexique, et puis derrière tout ça va s'ancrer et s'ouvrir. Et puis ensuite, ça c'est très très spécifique à la langue anglaise, c'est que nous avons une langue qu'on appelle une langue rythmique, où on va avoir des syllabes accentuées et des syllabes dégradées. C'est-à-dire que sur ce mot-là, sur le mot opera, l'accent tonique, pour ceux qui connaissent, va se situer sur le O, et donc tout le reste va se retrouver dégradé, anémié, mangé, utilisez le terme que vous voulez, et on va même avoir la syllabe écrite, P, qui va disparaître. Et puis le A va se transformer en un petit son qui ne demande aucun effort, qui est le E. Et ça va nous donner opera. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très spécifique à la langue anglaise. Le fait qu'il y ait une accentuation, ça c'est assez commun. Il y a beaucoup de langues qui ont des accents comme ça sur des syllabes, l'italien, l'espagnol, l'allemand. En fait, c'est plutôt notre langue à nous, le français, où nous n'avons pas ces accents, ce système accentuel qui est plus rare. Il y en a 2 langues, ce qu'on appelle les langues rythmiques. On a 2 langues en Europe, c'est le français et le bulgare. Donc ça aussi, ça va être un travail pour notre oreille. Notre oreille de français, elle est rassurée quand on lui donne toutes les syllabes. On se dit, j'ai l'information, je peux faire du sens. Eh bien, quand on va passer à l'anglais sonore, il va falloir apprendre à notre oreille que ma syllabe accentuée va être suffisante pour acquérir le sens de ce mot-là. Ça se fait là aussi par la répétition, c'est un apprentissage sensoriel. Il faut faire confiance à tout ce système-là. Voix, oreille, c'est vraiment la clé de cet apprentissage du son, de la diction. Et comment dire, et souvent on me dit quand les gens, je commence à travailler avec eux, ils me disent mais il va falloir que je réapprenne tout, ça va être tellement long, etc. Pas du tout. Ce travail est complètement complémentaire de ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple pour être clair. Moi, j'ai travaillé avec quelqu'un une femme d'une cinquantaine d'années qui, voilà, pour un projet professionnel, avait besoin de se remettre à l'anglais, qu'elle n'avait pas travaillé depuis une vingtaine d'années. Elle avait, comme nous tous, fait des études supérieures, ou pas plus ou moins poussées, mais en tout cas, elle avait eu un accès à la langue anglaise scolaire et elle ne l'avait pas forcément travaillé fortement derrière. Donc elle s'est inscrite à une école classique où on lui a fait un test de niveau, l'a mis à un certain niveau, et puis elle s'est dit tiens, avant de commencer les cours, je vais travailler mon oreille, je vais ouvrir mon oreille, comme ça m'aidera peut-être pour les cours derrière. Et donc on a fait un travail, pas très long, on a fait un travail d'une vingtaine d'heures, où je ne lui ai pas amené d'écrit du tout, où je ne lui ai pas expliqué une seule règle de grammaire, je l'ai aidé en termes de vocabulaire. On a travaillé les sons, on s'est mis ensuite, on a travaillé beaucoup la conversation, etc. Mais on a vraiment fait un travail très important sur le son et le rythme, cette accentuation. Et déjà au cours du travail, eh bien, on sentait l'anglais qui revenait et elle me disait « Oh, mais jamais j'aurais cru que je me souvenais de ça, etc. » Parce que finalement, ces apprentissages qui étaient restés dans une partie intellectuelle, académique, mentale, eh bien, ils étaient en train de s'intégrer dans sa mémoire à long terme. Elle était en train de remobiliser tout ça et la langue était en train de prendre sa place. Et quand on a eu terminé et qu'elle est retournée pour prendre ses cours, au début des cours, on lui a dit mais on s'est trompé là sur votre niveau, vous avez un niveau plus élevé que ce qu'on pensait. Alors, c'est juste que on a amené ce que j'appelle le chaînon manquant à ces apprentissages et que de toute façon, si ce travail sensoriel d'intégration n'est pas fait et qu'on reste sur une démarche complètement intellectuelle, on va stagner. Le cerveau est une machine absolument formidable, mais qui n'a pas le contrôle sur tout. Quand vous parlez votre langue maternelle, vous n'êtes pas en train de vous dire bon, il faut que j'accorde mon verbe parce que là je parle au passé composé parce que c'est une action qui est terminée. C'est intégré dans votre corps. La notion, le concept est intégré dans votre corps, est intégré dans votre mémoire corporelle. Eh bien, le travail de l'anglais sonore
va permettre cette intégration des règles et des règles grammaticales et d'une bonne dose de vocabulaire que vous avez croisé dans votre mémoire corporelle, si vous voulez. On vient amener le petit point manquant à cet apprentissage où vous pouvez vous sentir plus ou moins freiné ou en stagnation ou toujours en effort constant. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Je mets sous la vidéo la possibilité que vous laissiez des commentaires si vous souhaitez poser des questions ou aller un petit peu plus loin. Eh bien, n'hésitez pas. De toute façon, il y a toujours les billets de blog. Là, ça va repartir un petit peu. Et puis je vous ferai des vidéos quand il y aura besoin. Très bonne fin de journée and have fun speaking and understanding English. Bye.